Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue, bon retour à nos belles habitudes du brief, alors qui cette année, enfin, en ce début de saison, sera les lundis et jeudis, mais on aura l'occasion de vous le rappeler. Donc, vous voyez, je suis bien entouré avec Arnaud, comme d'habitude, qui va nous et Nicolas, qui va être là aussi pour m'en parler. Mais la surprise va être bien entendu que nous avons en ligne notre président, Emmanuel Quillet, et notre directeur, Pavel, qui vont vous dire quelques mots avant que Arnaud commence son exposé. Emmanuel, si tu peux te brancher. Voilà. Bon, bonjour, voilà, vous nous voyez avec Fabel. Nous sommes excusez-nous, hein. On utilise deux iPads côte à côte, donc effectivement, ça résonne. Nous sommes, nous sommes ensemble et nous sommes en France. Désolé, c'est la raison pour laquelle vous ne nous voyez pas à côté de Gilles et Arnaud et Nicolas. J'ai reçu beaucoup de messages avant ce Zoom, beaucoup de messages de gens qui étaient très contents que nous reprenions nos Zooms. Nous sommes ravis de le faire. Et Arnaud, tu as une grande responsabilité parce que dans tous ces messages que je recevais, j'entendais, enfin je lisais plus exactement, beaucoup de messages d'espérance sur le fait que tu allais nous rassurer, Arnaud. Alors je ne suis pas sûr que ce soit le cas, mais on va en tout cas faire du mieux possible pour vous informer. Donc, Arnaud, je vais te donner la parole, mais sachez qu'on va refaire, donc c'est comme le disait Gilles, ces Zooms tous les lundis, tous les jeudis, et que nous sommes vraiment très heureux de vous retrouver en cette rentrée. Voilà. Donc, Pavel prendra la parole plus tard parce que c'est un peu compliqué là, visiblement, on a un problème de son. Mais vous voyez que Pavel est aussi là pour que nous puissions répondre à toutes les questions que vous avez avant. Mais merci beaucoup, Arnaud, c'est à toi. Merci Président, bonjour à tous. Je suis moi aussi ravi de reprendre cet exercice traditionnel de briefing, d'explication de la situation en Russie, autour de la Russie. Alors il s'est passé beaucoup de choses depuis notre dernière rencontre. Je ne vais évidemment pas les résumer, mais plutôt essayer de dégager les tendances qui me semblent importantes et de faire un point sur la situation, on s'est dit le mois de septembre, dans les domaines économiques, sociétaux et diplomatiques, selon la structure habituelle de nos briefings. Avant cela, peut-être quelques observations d'ordre général en guise d'introduction. Premièrement, il n'y a pas de rupture majeure depuis la mi-juillet. Premier point, même s'il s'est passé des choses, je l'ai dit. Deuxième point, il n'y a plus guère d'illusions sur une sortie rapide de crise, ou plus exactement sur une fin rapide du conflit. Il va durer encore des mois et très probablement se poursuivre en 2023. Troisième observation liminaire, on a le sentiment, en tout cas moi personnellement, j'ai le sentiment qu'on entre dans une nouvelle phase sur le terrain militaire, dont je ne parlerai pas pour les raisons que vous savez, mais également dans le domaine de la guerre économique, puisqu'il faut appeler un chat, guerre économique entre la Russie et l'Occident. Et enfin, ce conflit russo-occidental se déplace de plus en plus, j'allais dire, chez nous en Occident, en tout cas sur le théâtre politique occidental. Donc, trois remarques liminaires. J'en viens maintenant à ce que je retiens de la situation économique en Russie à l'occasion de cette rentrée, en ce début de mois de septembre. On a les chiffres de juillet, on a les chiffres évidemment du premier semestre, et ces chiffres dans l'ensemble confirment la résilience de l'économie russe. Par exemple, on a les chiffres du PIB qui recule en glissement annuel de 4,3% en juillet. Sur les 6 premiers mois de l'année,
le recul est limité à 0,4. Sur les 7 premiers mois, 1,1. Donc, c'est plutôt pas mal et c'est plutôt inespéré. Ça doit évidemment beaucoup au bon premier trimestre, avant la crise, mais le choc est peut-être moins violent, en tout cas au deuxième trimestre, que ce qui avait été envisagé. Autre chiffre, l'inflation qui, elle, reste assez élevée, à peu près à 15%. Les salaires réels, et on verra que ça pose un problème, reculent quant à eux de 5%, et les revenus disponibles de 1%. Ces chiffres sont pour le deuxième trimestre. Quels sont les secteurs qui soutiennent l'activité et à l'inverse, quels sont les secteurs qui sont plus faibles? L'industrie tient plutôt bien le choc avec, au sein de l'industrie, le secteur extractif, pétrole, gaz, qui se porte bien. La construction à plus 7%. Également soutient de façon très sensible l'activité. L'agriculture, plus 1%, est également en positif. En revanche, et ça nous ramène à ce que je disais des salaires et des revenus, que voit-on? On voit en juillet les ventes de détail qui sont en recul de 9% en glissement annuel, mais également le secteur des transports qui est toujours révélateur, en recul de 5%. Donc une économie russe qui dans l'ensemble tient, mais avec évidemment quelques points faibles. Alors l'une des questions en tout cas que l'on se pose, c'est quid de la suite. De l'avis général, le deuxième semestre sera plus dur. Il sera plus dur et la récession va se prolonger de façon certes moins prononcée, mais tout de même en 2023. C'est une trajectoire donc un peu différente de celle qu'on avait envisagée au début de la crise. Pour cette année, pour 2022, donc la Banque centrale de Russie envisage une récession située entre -6 et -4. Le Fonds monétaire international, -6. Le ministère russe de l'économie, -4. Et le plus optimiste, c'est le vice-premier ministre Belousov, qui lui envisage une récession limitée à -2. Donc on voit qu'on sera autour de -5, -4, -5 paraît une hypothèse raisonnable. Pour 2023, la Banque de Russie entre -4 et -1, le FMI -3,5 et le ministère russe de l'économie -2,7. Ce qui, en cumulé 2022-2023, donnerait une récession située entre 5 et 10%. La reprise étant prévue en 2024. Parmi les points de consensus s'agissant des prévisions, il y a l'existence déjà constatée, mais qui va se poursuivre, d'un très fort excédent commercial qui est dû à 2 facteurs au moins, les prix des hydrocarbures et des matières premières en général, et surtout la contraction des importations qui s'atténue, mais qui reste malgré tout importante par rapport à l'année dernière, par exemple. Quelques derniers chiffres, et puis je passerai à autre chose. Quelques anticipations de la Banque centrale pour 2023. La Banque centrale mise sur une inflation ramenée entre 5 et 7%, un baril de brut qui reculerait légèrement à 70 $, et des taux d'intérêt, enfin en tout cas le taux directeur, entre 6 et 8. Je rappelle qu'aujourd'hui, il est à 8%. Donc, encore une fois, pour résumer, une situation qui est moins cataclysmique que prévu, mais il faut tout de même s'attendre à 12 mois difficiles, au moins, peut-être 18, 12 mois ou 18 mois qui correspondent à cette phase d'adaptation accélérée et spectaculaire et contrainte de l'économie russe. J'en viens maintenant aux événements ou aux tendances politiques de l'été. Je dirais que c'est la continuité qui prévaut, que ce soit dans les approches du gouvernement russe, du pouvoir russe, ou s'agissant des réactions de la société russe, notamment à ce qui se passe en Ukraine. Dans le domaine politique, je dirais que, entre guillemets, le serrage de vis se poursuit, tous azimuts, par divers biais, et on a divers exemples.
des poursuites sont engagées de façon fréquente contre des responsables politiques ou contre des artistes, poursuites engagées au titre de la loi sur la discréditation des forces armées. 2 exemples qui ont fait parler d'eux au mois de juillet et surtout au mois d'août. Yuri Shevchuk, le leader du groupe de rock DDT, qui a été condamné à 50 000 roubles d'amende, et plus récemment, fin août, l'ancien maire d'Ekaterinbourg, Evgeny Roizman, qui a été interpellé et qui a fait l'objet d'une condamnation à ce stade plutôt limité. Il est restreint dans certaines de ses actions, mais il n'est pas incarcéré et il ne fait pas l'objet d'un placement en détention, ou plutôt aux arrêts domiciliaires. En tout cas, jusqu'aux élections régionales du 11 septembre à Ekaterinbourg. Donc, 2 personnalités très connues qui sont inquiétées. Dans un autre registre, enfin plutôt dans un même registre, mais avec un profil très différent, et c'est très révélateur à mon avis, Oxymoron, le rappeur, dont le parquet général a demandé que certains de ses textes soient qualifiés d'extrémistes. C'est important parce que, alors personnellement je ne l'écoute pas, ou très rarement, mais on sait qu'il est extrêmement populaire au sein de la jeunesse russe. Yuri Shevchuk, je dirais, c'est plutôt ma génération, la génération un peu plus âgée. Oxymoron, ce sont les jeunes, les très jeunes Russes. Et donc, cette action judiciaire, elle touche indirectement un tout autre public, jusqu'ici assez peu politisé. Enfin, et pour terminer sur cette tendance qui est assez claire et, à vrai dire, pas très récente, 2 événements qui se sont produits aujourd'hui et qui l'illustrent. D'une part, l'annulation de la licence de publication pour Novaya Gazeta, dont le rédacteur en chef, je le rappelle, M. Muratov, est prix Nobel de la paix, et condamnation à 22 années de réclusion du journaliste de Commerçante Yuri Safronov pour haute trahison. Donc tout ça fait un tableau assez cohérent. Pour ce qui est de la société maintenant, fait partie des questions que l'on se pose notamment en Occident. Que pensent vraiment les Russes? Est-ce qu'ils soutiennent? Alors, on l'avait abordé lors de nos précédents briefings. J'y reviens parce que ça me paraît important. Et je vais m'appuyer sur diverses lectures, je les citerai, et divers commentaires. 2 faits tout d'abord. L'opération spéciale, entre guillemets, est soutenue par au moins 70% de la population, et le taux d'approbation de l'action de Vladimir Poutine est depuis au moins 6 mois supérieur à 80%. Et je le dis fermement et sans hésitation ici, ces chiffres ne sont ni truqués ni tronqués. Je ne suis pas le seul à le dire, je m'appuie aussi sur, par exemple, M. Levinson, qui est le numéro 2 du VTSIOM, un grand centre de sondage russe qui, accessoirement, a été qualifié agent de l'étranger et qui donc ne peut pas être soupçonné de complaisance à l'égard du Kremlin. Donc il n'y a pas de doute sur la réalité de ces chiffres. On pourrait s'interroger sur ce qu'il y a derrière, mais il n'y a pas d'erreur statistique ou de majorité silencieuse cachée qui penserait autrement. Ce sont des vrais chiffres. Alors, comment expliquer ça? Comment expliquer ce positionnement, notamment à l'égard des événements en Ukraine? Premier point, l'opération spéciale, entre guillemets, est assez circonscrite. On peut, si on le souhaite, assez facilement l'ignorer, en tout cas si l'on n'habite pas un district frontalier de l'Ukraine et si l'on ne fait pas partie d'une famille de militaires. Autre point important, dans les médias, et notamment dans les médias étatiques, l'opération spéciale, entre guillemets, est présentée de plus en plus comme un affrontement avec l'Occident collectif, et des nazis, des fascistes, pas avec le peuple ukrainien, ce qui évidemment est plus acceptable comme perspective. Enfin, et ça rejoint le premier point, il n'y a pas de mobilisation en général en Russie, et donc l'opération spéciale reste l'affaire des militaires professionnels, de carrière,
ou des militaires sous contrat. Bon, c'est un choix. De façon plus générale, et c'est un peu contre-intuitif, mais c'est ce que dit aussi Levinson, le pouvoir russe, dans l'ensemble, et depuis plusieurs années, fait et dit globalement ce que les Russes, ou en tout cas une majorité de Russes, veut entendre, sauf la réforme des retraites en 2018. Et on peut parler d'une forme de déni ou de routinisation, de l'opération spéciale en Ukraine. Routinisation d'autant plus facilement acceptable que pour qui se promène à Moscou ou dans les villes de Russie, eh bien, c'est une impression de normalité ou de quasi-normalité qui prévaut. On n'a certainement pas l'impression ici à Moscou d'être dans la capitale d'un pays en guerre. Autre point important, il n'y a pas d'appétence majoritaire, aujourd'hui en tout cas, au sein de la société russe pour un changement de cap, dans l'affaire ukrainienne, par exemple, un cessez-le-feu contre lever des sanctions, au nom d'une hypothétique amélioration du niveau de vie. Il n'y a pas ça. Ce que l'on voit en revanche, c'est une majorité russe qui semble prête au grand saut dans l'inconnu, peut-être même à une certaine forme d'isolement, alors partiel, hein, l'isolement ne concerne que l'Occident en réalité, au nom d'une certaine idée de la grandeur de la Russie. Et ce que dit le sociologue que j'ai mentionné, qui est un peu contre-intuitif, mais qui finalement paraît assez convaincant, c'est que la légitimité de Vladimir Poutine, aujourd'hui en tout cas, elle ne se fonde pas sur, ou beaucoup moins sur la trajectoire de redressement économique des années 99-2007, et de plus en plus sur cette idée de grandeur, sur l'idée que la Russie finalement est de nouveau respectée, ou en tout cas compte dans les affaires internationales. Un dernier mot sur l'actualité politique, politique intérieure. Il s'est produit en août ce qu'on appelait l'affaire Douguine, ou Douguina d'ailleurs, l'assassinat de la fille de ce penseur russe, conservateur, bien connu, que certains, à tort à mon avis, présentent comme un conseiller spirituel ou intellectuel de Vladimir Poutine, mais en tout cas, M. Douguine est un penseur marquant et qui incarne quelque chose en Russie. Alors les faits, vous les connaissez, hein, donc sa fille a été assassinée, il y a eu divers commentaires, la Russie a attribué cet assassinat à l'Ukraine, l'Ukraine a démenti, il y a beaucoup de zones d'ombre. L'une des questions, il y a des points étonnants aussi, hein, le fait que Vladimir Poutine distingue à titre posthume la victime, qu'il ne connaissait peut-être pas. En tout cas, l'une des questions qui se posent, c'est évidemment les conséquences politiques intérieures, politiques extérieures. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas eu de représailles spécifiques liées à cette affaire en Ukraine. Certains s'attendent à une radicalisation du camp nationaliste ou du camp dur, des durs en Russie, qui s'étonnent ou qui reprochent. Ça peut paraître étonnant, mais il faut quand même le savoir, certaines personnes en Russie, et ce sont des segments qui ne sont pas marginaux dans l'opinion russe, beaucoup de personnes qui reprochent au pouvoir une forme de mollesse dans l'affaire ukrainienne. Quelques mots maintenant, je dirais, du volet diplomatique ou du volet politique extérieur. Alors, la diplomatie, elle est au point mort, au sens où le règlement du conflit en Ukraine par la voie diplomatique n'est absolument pas d'actualité. On l'avait dit avec Igor début juillet, deux éléments le confirment factuellement. La semaine dernière, ou il y a une dizaine de jours, le président Zelensky a dissous le groupe de négociateurs avec la Russie, et Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, a pour sa part considéré hier ou avant-hier que la seule discussion possible ne pouvait porter que sur les conditions d'application des conditions russes. Donc on voit qu'aujourd'hui, ni l'Ukraine ni la Russie ne sont dans une démarche de règlement politique. Les choses
aujourd'hui, et je le crains pour les semaines, voire les mois qui viennent, vont se décider sur les champs de bataille. Il y a cependant, et parce que je veux faire plaisir à nos auditeurs et à mon président, quelques éléments encourageants, quelques bonnes nouvelles. La principale, c'est l'accord du 22 juillet sur l'exportation des céréales de certains ports ukrainiens. On en avait parlé avant la trêve estivale. C'était bien engagé, ça a été finalisé le 22 juillet entre d'une part, c'est un accord quadripartite, hein, Russie, Ukraine, ONU et Turquie. Et cet accord tient, c'est remarquable, il faut le souligner. On s'habitue un peu trop facilement aux bonnes nouvelles, où on a tendance à ne pas les remarquer, mais celle-ci est quand même majeure. Alors que les hostilités se poursuivent, que l'on ne se fait pas de cadeaux, c'est le moins qu'on puisse dire, que le contexte diplomatique russo-occidental, je vais y revenir, est extrêmement tendu, eh bien ça marche. Donc il faut le relever et le souligner. Autre moment diplomatique plutôt positif, c'est la mission de l'AIEA, l'Agence internationale pour l'énergie atomique, qui a eu lieu la semaine dernière sur le site de la centrale de Zaporizhia, qui, je le rappelle, d'une part est la plus grande centrale d'Europe et d'autre part est contrôlée par les Russes depuis début mars. Bon, le contexte, vous le connaissez, hein, il y a des échanges de tirs. Les Russes disent que c'est les Ukrainiens disent que c'est les Russes. Toujours est-il que ça crée un certain émoi, c'est peut-être le but de la manœuvre d'ailleurs, en Occident et dans le monde, avec les parallèles qui sont faits avec Tchernobyl. En tout cas, il y a eu cette visite. Et cette délégation conduite par le directeur de l'AIEA, l'italien Grossi, qui est passé par Kiev, qui a pu se rendre sur le site et qui va laisser une petite mission, deux fonctionnaires, mais enfin c'est sans doute mieux que rien. Ce qui est intéressant, c'est les réactions. L'Ukraine a émis des réserves, on sent un certain mécontentement, alors que la Russie s'est dite pleinement satisfaite de cette visite. Alors il y a beaucoup d'enjeux derrière tout ça, hein, évidemment. L'approvisionnement de l'Ukraine à l'avenir par cette centrale qui est opérée toujours aujourd'hui par Energoatom, qui est l'EDF ukrainien. On sait que les Ukrainiens dénoncent par avance les tentatives soit de débrancher ou de rebrancher vers la Russie ou vers les territoires contrôlés par les Russes de cette centrale. Derrière cela, il y a aussi l'enjeu de Rosatom, qui, pour l'heure, ne fait pas l'objet de sanctions occidentales, mais qui pourrait être en zone de risque si jamais la société devenait opératrice du site. Donc, un dossier complexe qui est loin d'être clos, mais qui a donné lieu à une première intervention diplomatique. J'en viens maintenant, et c'est beaucoup moins réjouissant, aux relations au dernier développement, en tout cas entre la Russie et l'Union européenne, avec ces derniers jours, ces dernières heures, trois grands dossiers qui suscitent des controverses, des tensions, et je pense bientôt des crises, les visas, le gaz et le pétrole. Alors les visas, on sait qu'il y a eu des propositions au mois d'août de certains États membres de l'Union européenne, les Baltes, mais pas que, visant à suspendre la délivrance de visas touristiques aux Russes, les personnes ou les États proposant cette mesure considérant qu'il n'est pas normal que les Russes fassent du tourisme en Russie alors que leur pays a attaqué son voisin. Donc ça a été un sujet, de division aussi au sein des pays européens, puisque si cette approche a été soutenue, y compris par des pays comme les Pays-Bas, eh bien, il y a eu une opposition assez nette et exprimée de la part de la France, de l'Allemagne, mais également de la Grèce, du Portugal et d'autres. Et donc, un compromis a été trouvé qui vise non pas à supprimer totalement la délivrance de ces visas, mais à annuler l'accord qui était en vigueur, qui est un accord simplifié, avec des procédures simplifiées de délivrance. Donc, obtenir un visa touristique pour les Russes sera vraisemblablement plus long, plus compliqué, plus cher
à compter de la semaine prochaine. Et par ailleurs, ce que l'on croit comprendre, c'est que certains États membres, ceux qui étaient les plus allants, les plus offensifs s'agissant de l'interdiction totale, eh bien, ces États membres, sur une base nationale, pourraient cesser la délivrance ou la réduire de façon extrêmement drastique ou apporter de nouvelles conditions qui, dans les faits, entraveraient les touristes russes dans leur mouvement. Donc c'est quelque chose d'important parce qu'on parle de contacts humains. Ça rappelle beaucoup quand même le cordon sanitaire d'il y a 100 ans, après la révolution bolchevique, cette volonté d'isoler, y compris les hommes, et de dresser un mur entre la Russie et le reste de l'Europe. C'est en tout cas le constat qui me paraît, le parallèle qui me paraît le plus approprié. Le pétrole et le gaz. Alors le gaz, on en avait parlé avant les vacances. On avait pointé ce sujet qui commençait à monter. Il y avait eu en mai déjà, on s'en souvient, la question du paiement. Hein. La Russie avait exigé et généralement obtenu le paiement en roubles des livraisons de gaz. Et puis, à partir de juillet, il y a cette saga autour du Nord Stream 1, des turbines Siemens, qui a commencé. Les choses ont avancé, et pas vraiment dans le bon sens. Et je dirais, aujourd'hui, les choses sont assez claires, en tout cas depuis 2-3 jours, puisque Dmitri Medvedev, numéro 2 du Conseil de sécurité, et Dmitri Peskov, porte-parole de la présidence, confirment qu'il n'y aura pas de remise en service tant que les sanctions seront en place. Donc là, il y a maintenant un lien direct établi entre livraison gazière et sanctions à l'égard de la Russie, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. On invoquait d'autres, des raisons techniques, etc., etc. Alors, tout ça a pour conséquence, évidemment, une envolée des prix du gaz sur le marché spot, plus de 30% ce matin. Et la question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'on va vers une rupture totale des approvisionnements, des livraisons en direction de l'Europe occidentale? La question se pose. Je ne sais pas, mais on voit que ceux qui veulent l'affrontement ont le vent en poupe, que ce soit à Bruxelles ou à Moscou. Et je vais y revenir. À Bruxelles, évidemment, on réagit, on parle par ailleurs d'établir un plafond pour les prix du gaz, ce qui, à mon avis, offrirait un prétexte parfait aux Russes pour cesser leur livraison. L'Union européenne a par ailleurs annoncé qu'à partir de 2027, elle souhaiterait cesser ses achats auprès de la Russie. Je ne sais pas si c'est très réaliste, mais en tout cas, ça a été dit. Et donc, si l'on raisonne d'un point de vue stratégique, parce qu'on parle de questions quand même stratégiques, eh bien, la Russie, si elle veut utiliser le levier gazier, elle a intérêt à le faire très vite, cet hiver. Si elle veut provoquer par ce biais un changement de politique occidentale, par exemple la fin du soutien occidental à l'Ukraine, si elle veut provoquer une crise énergétique majeure, ce n'est pas dans 2 ans ou dans 5 ans, c'est cette année. Et le fait qu'on annonce à l'avance vouloir se désengager peut, je pense, l'inciter à aller plus vite. Alors, encore une fois, on n'en est pas là. La question, le scénario d'une coupure totale aurait des conséquences évidemment cataclysmiques pour l'industrie allemande, pour une partie des ménages européens. Elle aurait aussi des conséquences très lourdes pour Gazprom, je pense, pour Gazprombank aussi, qui jusqu'à présent avait été sanctuarisé. Mais on voit bien que d'un point de vue géoéconomique, c'est une page de 50 ans qui est en train de se tourner, c'est-à-dire la coopération gazière russo-européenne, elle est en train de se terminer d'une façon ou d'une autre. Est-ce que ça va être cet automne ou dans 5 ans ou dans 7-8 ans? Ce n'est pas très clair, mais c'est une question encore une fois, une rupture géoéconomique majeure qui a plein d'implications pour nous, pour la Russie, pour la Chine aussi, par ricochet. Donc c'est le sujet, en tout cas l'un des grands sujets du moment dans la presse occidentale et dans nos capitales. Dernier point, et je m'arrêterai, le pétrole, avec une logique assez proche de celle du gaz. Hein, on voit l'affrontement qui s'amorce. Je rappelle que des décisions ont déjà été annoncées
par les États-Unis dès le 22 avril, hein, cessation des importations de brut et de produits raffinés. L'Union européenne, quant à elle, a décidé de le faire à partir du 5 décembre pour le brut et du 5 février pour les produits raffinés. Mais ce qui est nouveau, c'est que le G7, ces derniers jours, a de nouveau évoqué, de nouveau mis sur la table l'idée d'un plafonnement des prix, mais pas pour lui-même, puisque de fait, il n'importe plus de brut ou va cesser de le faire très prochainement, mais bien pour le reste du monde, par le biais notamment de restrictions ou d'éventuelles sanctions pour, sur les assurances, sur les bâtiments, sur les tankers. On ne sait pas très bien en réalité comment ça pourrait marcher, si c'est réaliste. Jusqu'à présent, et dans une économie de marché, ce n'est pas l'acheteur qui dicte le prix, mais en tout cas, c'est bien la logique de ce projet. On voit par ailleurs que l'OPEP ne s'engage pas dans cette voie. Hein. L'OPEP ne lâche pas la Russie et que ni la Chine ni l'Inde, qui sont les principaux acheteurs de brut, ne semblent intéressés. Mais il y a là un nouveau motif de crise entre occidentaux et russes, et la Russie a précisé qu'elle n'accepterait pas de livrer du pétrole à prix cassé, en tout cas de façon contrainte, parce qu'elle le fait dans un cadre commercial de façon délibérée avec certains de ses clients. Donc voilà ce que je voulais dire, et en ajoutant, et c'est vraiment mon dernier mot, qu'il faudra cette semaine surveiller particulièrement le Forum économique oriental de Vladivostok, qui est, vous le savez, le grand rendez-vous économique sur la façade est de la Russie, le pendant oriental du Forum de Saint-Pétersbourg. Vladimir Poutine est déjà au Kamtchatka et il est prévu un discours important, dit-on, le 7, c'est-à-dire mercredi. Merci beaucoup Arnaud. Je vois d'ailleurs sur le chat que tu as les félicitations du président, donc ton avenir est assuré. Voilà. Plusieurs questions qui vont te concerner directement. La première, ça concernait un peu sur la population, des soutiens importants dans la population, ce que tu expliquais. Pourtant, le nombre de Russes ayant quitté la Russie est très important. Avons-nous une estimation? Oui, alors il faut aussi faire attention aux chiffres. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de sorties. Il y a de toute façon beaucoup de mouvements à la frontière. Hein, donc il y a eu 5 millions de sorties, mais il n'y a pas 5 millions de Russes qui sont restés à l'étranger. Les estimations, bon, c'est peut-être 200 000, entre 150 et 200 000, qui ne sont pas rentrés, qui seraient partis après le 24 février pour des raisons politiques et qui ne seraient pas rentrés, avec beaucoup de Russes à Tbilissi, à Erevan, un peu moins à Tashkent, Belgrade aussi, les pays baltes pratiquement plus, pour des raisons qu'on imagine, Israël. Et évidemment, ces personnes sont directement concernées par les questions de visa et de circulation. Mais c'est très difficile d'évaluer, mais l'ordre de grandeur généralement retenu, c'est entre 150 et 200 000 aujourd'hui. Mais là aussi, c'est variable, il y a des gens qui rentrent. Et je pense, au vu du durcissement du ton, de façon générale en Occident, qui m'a un peu surpris, je dois dire. Je pensais que le gros de la vague était passé, en tout cas à l'égard des Russes en général. Je ne parle pas du pouvoir russe. Eh bien, il est possible que, enfin, si vous n'avez pas concrètement de travail, de perspective ou de logement, en Occident, ben, c'est très difficile désormais d'y venir. Donc, on peut, je pense, s'attendre à un tarissement de ce flux, ce qui est d'ailleurs ce que souhaitent les autorités russes. Alors, sur la même thématique, c'est une petite précision, je pense, un commentaire d'un de nos auditeurs qui nous félicite de nos commentaires. Y a-t-il des différentes perceptions en fonction des classes sociologiques russes concernant la situation? Il nous dit « J'ai quand même le sentiment que les Russes qui savent s'informer, en dehors des médias contrôlés, sont de plus en plus dubitatifs et inquiets. » Oui, il y a aussi des clivages générationnels. On voit que chez les plus jeunes, mais vraiment très jeunes, 15-20 ans ou 16-20 ans, il faudra regarder précisément le découpage, mais c'est dans ces classes d'âge-là que le soutien à l'opération spéciale, entre guillemets, est le plus faible.
Mais encore une fois, il faut bien voir ce qu'est la société russe aujourd'hui. J'ai parlé tout à l'heure de la question des visas. Il y aurait aujourd'hui, en tout cas c'est la Commission qui le dit, un peu plus de 900 000 visas Schengen actifs, délivrés et actifs pour des Russes. Ça représente moins d'1% de la population. Alors, encore une fois, je ne sais pas si ça répond totalement à votre question, mais les personnes concernées par les questions de déplacement vers l'Europe, qui peut-être ont une affinité personnelle avec l'Europe, immédiate, qui peut justifier des voyages, c'est moins d'1% de la population. Oui, alors aujourd'hui en tout cas. Question connexe, je pense en donner une partie de la réponse, c'est où en sont les passages de frontières européennes pour les Russes? Alors, je pense que c'est lié à cette question de réduction des visas Schengen, des choses comme ça. Je pense qu'à partir du moment où un visa est délivré, donc c'est le cas des visas de 3 ans, 5 ans, il n'y a aucune raison que la frontière ne puisse pas être passée. Que les douaniers regardent passer les Russes avec plus ou moins de sympathie, c'est autre chose. Donc, il vaut mieux être très en ordre, très au clair dans ses papiers, choses comme ça. Mais je pense pas. Et surtout, je pense que les pays qui étaient réticents à avoir des touristes russes, tout simplement, vont pas délivrer de visas touristiques. Mais ça ne veut pas dire que les autres visas qui seront délivrés soit par d'autres pays, soit qui ont déjà été délivrés, ne seront pas valables. Mais, je suis tout à fait d'accord, mais la question de l'annulation rétroactive des visas délivrés a quand même été mise sur la table. Oui, absolument, mais elle n'est pas pour l'instant. Elle n'a pas été soutenue, mais l'idée a été formulée. Ce qui je en pense soit pas qu'il y aura un consensus Schengen et je crois qu'il faut l'unanimité pour ce genre de décision. Concernant le gaz, les Français ont des réserves de gaz à 93%. Si les Russes coupent complètement le robinet, combien de temps durent ces 93%? Alors, je ne sais pas. Par contre, ce qu'il faut, il y a, je pense, une distorsion de perception dans les médias, à dessein ou pas, je ne sais pas, mais depuis quelques jours, on dit les stocks sont plus hauts que prévu, l'Allemagne est à 85, la France à 93, tant mieux. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça ne suffit pas pour tenir tout l'hiver. S'il n'y a que le stock et qu'il n'y a plus de flux, 2-3 mois maximum. Et puis, il y aura un autre paramètre, le paramètre de la solidarité. C'est-à-dire que la France, manifestement, est un peu plus prévoyante ou mieux dotée que les autres. Mais si jamais les Allemands ou les autres appellent au secours, évidemment, nous partagerons. Donc, la question du tarissement ou pas du flux reste posée indépendamment des 93% ou des 85%. Comment a été perçue la déclaration de Tokayev sur le mandat présidentiel unique de 7 ans? Je n'ai pas vu de réaction officielle. Je sais que l'ambassade du Kazakhstan, qui est presque voisine de la Chambre de commerce, en tout cas qui est très proche, a organisé en fin de semaine dernière une table ronde avec des experts russes pour expliquer le projet de Tokayev, qui est un projet de réforme ambitieuse. Alors, il y a effectivement la question du mandat présidentiel, mais il y a beaucoup d'autres choses. Mais il n'y a pas, à ma connaissance, de réaction officielle. Il faut rappeler que les présidents Poutine et Tokayev se sont vus au mois d'août à Sochi. Ils ont sûrement parlé de cette chose-là, entre autres. On nous précise que pour l'Europe, un stockage de 100% représenterait 3 mois de consommation annuelle, dans ce que tu disais. Alors, une question très différente, mais très importante et qui te concerne directement. L'Observatoire de la CCVFR prévoit-il une édition 2022 de son excellent rapport annuel? Non, pour différentes raisons. L'une d'entre elles étant que les choses sont trop mouvantes, mais nous avons beaucoup de projets éditoriaux, plutôt pour début 2023. Voilà. Mais nous sommes extrêmement actifs pour analyser à chaud, mais publier un ouvrage périmé au bout de 15 jours n'est pas forcément une très bonne idée. Bien, je crois qu'on arrive à peu près au bout des questions. On a une jeune femme qui nous écrit en russe qui souhaite un stage, visiblement, dans l'export-import avec la Russie. C'est peut-être pas exactement le lieu d'en parler, mais vous pouvez passer un message sur le mail de la Chambre. Président, tu veux peut-être dire un mot? Donc, je vois je t'éloigne. Je vois une question sur les cartes UnionPay qui apparemment ne sont pas délivrées. Si quelqu'un, je ne sais pas si Nicolas ou Arnaud
Alors, je repose la question. Donc, quid des cartes russes UnionPay qui ne marchent plus et de Huawei qui déménage son staff en Asie centrale? Alors, sur le deuxième point, en effet, il y a eu une annonce. Asie centrale, où d'ailleurs, dans 15 jours, les présidents russes et chinois vont se rencontrer au Kazakhstan. Pour les cartes UnionPay, j'ai vu passer des choses, mais comme moi-même je ne pratique pas et que je n'ai pas eu de témoignages directs, enfin, je crois comprendre que les banques chinoises, que la Chine restreint en fait l'usage pour certaines banques russes. Et donc pour les détenteurs de ces cartes. Donc je crois que c'est ça le fait, mais il faudrait regarder plus finement qui ça concerne précisément. Mais en tout cas, il y a une volonté manifeste de la Chine de ne pas trop s'exposer dans le domaine bancaire. Et en revanche, la carte MIR, elle marche dans tous les pays eurasiatiques, la Turquie. Et j'ai cru comprendre qu'elle était sous étude dans certains pays asiatiques comme la Thaïlande. Donc la carte MIR est un système russe. Alors, on nous signale qu'UnionPay Gazprom Bank marche toujours en Europe et au Ouzbékistan. Donc voilà un élément de réponse. Il y en a d'autres qui ont des expériences concrètes. N'hésitez pas à les partager. Alors, toujours sur le gaz. Bonjour, les suspensions de gaz sont-elles réellement dues à 100% aux maintenances? Deux sons de cloche selon moi, prétexte russe ou bien réalité? Je pense qu'il y a eu au début un élément technique. En juillet, effectivement, les sanctions canadiennes appliquées à la lettre empêchaient certaines choses, notamment le retour. Tout ça a été réglé, y compris par le biais d'une visite, de discussion en marge du G7 en Allemagne et puis d'une visite de Scholz au Canada. Aujourd'hui, me semble-t-il, encore une fois, on est dans une autre phase. On est dans une phase, effectivement, de politisation par la Russie du gaz, d'utilisation de l'arme énergétique. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est étonnant? Est-ce qu'après 7 paquets de sanctions, il faut-il s'étonner que la Russie joue avec les leviers dont elle dispose? Je pense que ce n'est pas très étonnant en réalité. Alors, deux questions peut-être pour finir. Pouvez-vous, s'il vous plaît, commenter le peu de réaction de la population russe au décès de Gorbatchev? Alors, je ne sais pas si c'est la réaction, les réactions russes. Il y a eu des réactions en réalité. Il y a eu du monde également hier dans le centre de Moscou, un peu plus que ce qu'on pensait. Il y a eu 2 surprises au moins. La présence de Viktor Orban, Premier ministre hongrois, qui a fait le déplacement. Orban est très décrié au sein de l'Union européenne, mais je pense qu'il se souvient de ce qu'a représenté la perestroïka pour les pays de ce qu'on appelait à l'époque le bloc de l'Est. Et Dmitri Medvedev. M. Poutine n'a pas trouvé le temps, mais Medvedev, dont on parle beaucoup ces derniers temps, lui l'a trouvé. C'est intéressant de voir d'ailleurs, de savoir pourquoi, mais peut-être que là aussi ça renvoie à sa jeunesse. Il y a quelques souvenirs pétersbourgeois de la fin des années 80. Bon, pour le reste, on a beaucoup écrit en Russie, en Occident, sur Gorbatchev, sur sa perception très différente en Russie et ailleurs. Mais voilà, c'est moins blanc et noir que ce qu'on pourrait attendre. Et encore une fois, j'ai été un peu surpris de l'importance de l'assistance samedi. Alors, une question très d'actualité. L'arrivée d'une nouvelle première ministre à Londres pourrait changer la politique du pays sur le conflit en Ukraine? C'est une question. Non, certainement pas, puisque Madame Truss était déjà aux affaires quelque part. Et puisqu'elle faisait partie du gouvernement, elle était pratiquement en charge du dossier et elle s'est distinguée par une série de déclarations extrêmement virulentes. Donc non, la Grande-Bretagne reste finalement le principal allié avec les États-Unis, allié militaire de l'Ukraine, et soit en termes de renseignement et surtout de formation des militaires ukrainiens est tout à fait en pointe. Il n'y a aucune raison que ça change. Et donc, une question de notre ami Fabrice de Sibérie. Medvedev, le successeur de Poutine?
Alors, on dit qu'on n'entre pas 2 fois dans le même fleuve, mais on peut peut-être entrer 2 fois au Kremlin. Bien, je crois que... Une question pour Nicolas. Nicolas, tu peux nous dire ce qui va se passer, les activités de la Chambre là dans les semaines à venir? Parce qu'on reprend quand même. Eh bien, on reprend activement même. En fait, on vous a préparé l'idéal, hein, parce qu'on a tellement d'événements à venir que l'idéal, c'est d'aller voir sur le site de la Chambre de commerce, dans le calendrier, vous aurez la liste des événements. Mais en quelques mots, on a une conférence de rentrée, si je ne m'abuse, le 27 septembre, suivi d'un petit cocktail. Ensuite, sur les dates précédentes, on a pas mal de comités, hein, tous les comités de travail reprennent. On a aussi une réunion du comité retail prévue, pareil, fin septembre, pardon. Et voilà, enfin, j'ai pas tout en tête. Si vous voulez, je pourrais tout vous préparer pour demain. Mais en attendant, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet. Tu pourras le dire la fois prochaine, comme ça, Nicolas. Mais en tout cas, je vois tous les messages de félicitations, Arnaud. Merci pour son travail de rentrée qui était un peu plus long que d'habitude, mais c'est normal compte tenu de tout ce qui s'est passé cet été. C'était vraiment extrêmement intéressant pour nous tous, y compris pour Pavel et moi-même. Pavel, tu dis un petit mot? Non, je voulais effectivement compléter ce que nous a dit Nicolas. On va petit à petit retrouver notre dispositif consolidé, c'est-à-dire Igor Delanoë qui reviendra pour le deuxième briefing de la rentrée ce jeudi. La Chambre va reprendre non seulement des activités, conférences, comités professionnels. Nous allons tenir notre assemblée générale en octobre. Tout ça sera annoncé. En novembre. Le 2 novembre. Voilà, début novembre, effectivement. Les conseils d'administration, tout ça reprend. Et juste dire à nos adhérents, à nos amis que nous sommes là pour vous. Le climat administratif change beaucoup. Nous ne vous en avons pas dit aujourd'hui grand-chose parce que ça porte un caractère extrêmement sectoriel, mais beaucoup de choses se passent concernant les limitations pour les transactions concernant les entreprises étrangères ayant des filiales en Russie, concernant les importations parallèles, concernant les questions douanières. Sur tous ces sujets, nous avons des groupes de travail, nous avons une équipe de crise GR qui travaille à temps plein et qui a continué d'alimenter en proposition nos interlocuteurs officiels russes durant tout l'été. Donc, nous sommes plus que jamais à votre écoute. Je rentre pour ma part en fin de semaine. Je serai dès lundi prochain heureux de vous rencontrer. N'hésitez pas à téléphoner, à venir. Nous allons multiplier les rendez-vous. Vous écoutez également, pour ceux d'entre vous qui continuez de travailler au jour le jour à Moscou, à l'écoute de vos besoins et en espérant encore une fois que tous ensemble nous tiendrons bon comme nous l'avons fait depuis plusieurs mois déjà. C'est quoi la phrase? Tenez bon. On te laisse finir. Merci beaucoup en tout cas à vous trois et à nos auditeurs d'être si nombreux pour cette rentrée. Et le mot de la fin est à toi, Gilles. Oui, alors juste pour dire qu'on n'a pas parlé d'un absent aujourd'hui, qui est Igor Delanoë, qui est en déplacement et qui nous rejoindra vers la mi-septembre, je crois, c'est ça. Donc, qui va apporter son analyse complémentaire de celle d'Arnaud, mais là, Arnaud a la double peine aujourd'hui, donc tu t'en es brillamment tiré. Merci à tous de votre fidélité, parce qu'on avait encore de nombreux auditeurs. Vous pouvez toujours les voir en replay. Et à jeudi, et tenez bon.